Le livre sur les quais et la bibliothèque sonore romande vous propose Terre des hommes avec Christiane Foulache et Serge Joncourt, animé par Alexandre Fillon et enregistré le samedi 2 septembre 2023 au Mont-Blanc. Bonjour, Serge Joncourt. Bonjour. Vous êtes né à Paris, mais je ne sais pas où vous habitez actuellement, même si vous avez des attaches dans la Nièvre. Jusque-là, est-ce que vous me dites si c'est vrai? Oui, c'est simplement mes parents qui y vivent. C'est des attaches, ça. Oui. Ça attache, oui. Je pense qu'on peut dire ça. Vous avez, dit-on, vécu plusieurs vies avant de publier des livres. Vous avez notamment été maître nageur et publicitaire, ce qui sont quand même deux activités assez différentes. Oui, on peut le dire comme ça. Oui, non, mais la surveillance de baignade, c'était au départ une activité comme on dit, étudiante, enfin pour payer mes études. Et puis finalement, j'y ai trouvé un certain agrément, plaisir même. Et puis il y avait des opportunités. D'ailleurs, c'est un métier qui recrute. Enfin, on cherche des surveillants de baignade, je vous dis ça. Vous êtes resté en contact avec cette branche professionnelle? Non, je dirais pas ça. Non, pas tant que ça. Non, mais je trouve ça étonnant d'entendre tout cet été en France ces rappels sur le manque de surveillants de baignade qui d'ailleurs, peut-être dans les années 80, était un métier plus valorisé. Je sais pas, l'été, les corps. C'est comme si c'était un métier qui séduisait moins. Et on l'a toujours vécu sous un angle un peu anecdotique, alors qu'il s'agissait rien moins quand même. Parfois, ça me revenait à l'esprit de sauver des vies, quoi. C'est-à-dire sortir quelqu'un de l'eau, souvent des enfants d'ailleurs, des enfants dont on pense qu'ils jouent et qui en fait sont en train de se noyer. Un adulte qui se noie, ça se voit vraiment. Un enfant, on ne sait pas bien. Voilà. Alors maintenant, vous dire s'il y a un rapport entre maître nageur et rédacteur publicitaire, je ne suis pas bien sûr. J'aimerais, pour vous faire plaisir, trouver un pont, faire un lien. Mais j'en vois pas, non. Vous vous souvenez d'un slogan publicitaire que vous avez... Oh oui, mais c'est horrible. En fait, moi, j'ai fait un peu ce métier par hasard, et comme je n'avais pas vraiment les codes, que je n'étais pas terriblement pistonné, on m'a assigné cette tâche qui était considérée comme la plus subalterne dans la rédaction publicitaire, c'est d'écrire les spots radio. Et finalement, c'est une mine d'or, parce qu'on fait dialoguer en 30 secondes un homme, une femme, des hommes, enfin à propos de beurre, de voitures, de n'importe quoi, de journaux. Et ces petits dialogues-là, où il y avait des vrais comédiens, parce que ce sont des vrais comédiens, qui pour certains sont devenus des comédiens, des grands comédiens, on va dire, mais qui à l'époque faisaient un peu leurs armes. Moi, ça m'a permis aussi, en tant qu'auteur, on pourrait dire, dialoguiste, parce que c'est important de faire dialoguer ces personnages. Moi, j'ai parfois un peu de mal dans mes romans à faire parler mes personnages. Je leur donne, vous savez, ces dialogues, ces successions de tirets et de plus en plus, je m'applique à les faire dialoguer. Et ça, c'est une disposition qui vient de loin, finalement. C'est recréer un peu... Oui, je l'exprime un peu aussi au cinéma quand j'écris des scénarios. Le fait de faire parler les personnages. Alors qu'on peut se contenter de simplement les décrire. Voilà. Enfin, après, des métiers, j'en ai fait d'autres. Livreur, qui était aussi un métier en expansion. Enfin, je veux dire, ça, par contre, contrairement aux surveillants de baignade, il y a beaucoup de demandes. Et ce parcours un peu incohérent permet de visiter un peu des strates de la société, des expériences. Moi, j'ai toujours vécu mon parcours comme quelque chose une sorte de fuite pour ne pas me perdre. Finalement, tout ça me sert après coup, quoi. Christian Foulas, bonjour. Vous êtes né dans une petite ville de province, Caracal, dans le sud de la Roumanie. Oui. Pourquoi vous riez? Parce que Caracal est une histoire, la cité. Ce sont des histoires, c'est Oltenia. Je ne sais pas si quelqu'un sait qu'est-ce que c'est l'Oltenia, c'est le sud de la Roumanie. C'est une histoire que nous sommes très très bêtes. C'est une légende de la Roumanie. Nous sommes les plus bêtes de la Roumanie, les gens de Caracal. Et ce sont des histoires avec
la fabrique de peine sur la rue de la femme, le cimetière sur la rue de la vie, et comme ça, c'est Caracal. La prison sur la rue de la Liberté. Ok, c'est comme ça. Vous habitez actuellement dans une commune à la périphérie de Bucarest, dans un quartier résidentiel. Oui. À quoi ressemble Bucarest aujourd'hui? Bucarest est le petit Paris. C'est la même cité, mais très petit. C'est 3 millions d'habitants environ, et c'est une cité très belle aujourd'hui. Et je crois que c'est une des plus riches cités de l'Europe. À 20 ans, vous vouliez être poète. Vous avez publié des textes dans des revues, mais vous n'avez jamais réussi à publier un livre. Ah, j'ai pas essayé, parce que j'étais pas un très bon poète, et je savais ça. Et je fais pas de bêtises, même si je suis de Caracal. Vous avez jamais écrit de poésie, Serge Joncourt? Si, oui, tout à fait. Moi, j'avais commencé par envoyer des poèmes aux éditions Segers, Pierre Segers, qui était un éditeur, en fait, comment dirais-je? Oui, en tout cas, on pourrait dire médiatisé en tout cas, à l'époque, parce qu'il passait souvent chez Pivot, apostrophe. Et il avait répondu une façon un peu habile, finalement, de me repousser, de dire que c'était pas... La poésie n'avait pas un avenir, ce qui était curieux pour un éditeur de poésie. Hein. Enfin, en gros, on m'a fait comprendre, et ça, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à envoyer des... Et après, donc, j'ai arrêté et me suis appliqué à essayer d'en mettre dans à peu près tout dans ce que j'écris. C'est-à-dire, un roman, c'est de la poésie en contrebande, quoi. Voilà. Vous êtes d'accord avec cette formule? Oui, mais je ne peux pas être poète, parce que je suis un pauvre poète, mais j'utilise ma poésie dans mes romans. C'est comme ça que j'écris. C'est quelque chose comme le dicté automatique. Quand j'écris les phrases longues, les choses qui sont très peu visibles, c'est de la poésie. Et puis je fais le passage à la prose. Et comme ça, je fais les liens. Mais mes livres sont écrits en morceaux, en petits passages, qui sont liés. En fragments, oui. Vous avez dit que votre passion de l'écriture est née de la lecture. Ah oui. Vous avez cité deux des plus grands chocs qui ont été pour vous Ulysse de James Joyce et À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Sont des sommets inégalables? Je ne sais pas. Ulysse, pour moi, est inégalable. Ça, c'est clair. Avec Proust, après 5 ans de traduire Proust, j'ai des questions. Il est mort, mais j'ai des questions et je continue de les poser. On arrive à comprendre différemment Marcel Proust, après être son traducteur. Parce qu'il est très bizarre comme écrivain. Mais j'utilise ces livres que je traduis, des livres très difficiles, en effet, pour comprendre les langues, la littérature. Et c'est ça c'est mon jeu. Je les lis, je les traduis, et puis j'utilise des choses, des livres. Mais je ne peux pas, ma français n'est pas la meilleure langue que je parle, mais c'est l'expérience. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer même en roumain. C'est très difficile. Comment on utilise les sommets de la littérature? Est-ce qu'on peut les utiliser? C'est ça la question. Peut-être non. Enfin. Peut-être chaque chose qu'on fait, c'est une continuation, ça c'est clair, parce que c'est le temps. C'est tout passé. Et nous faisons quelque chose à continuer, mais on ne peut pas utiliser pratiquement les œuvres. C'est ici le problème. Parce que c'est tout le temps penser au passage du français en roumain. C'est presque impossible comme passage. Si tu veux traduire complètement, faire une transformation, comme nous l'appelons,
comme traducteur du français en roumain, c'est impossible. Nous avons 10-15% qu'on perd tout le temps. N'importe quel travail on fait, on ne peut pas traduire les langues. Et j'ai parlé avec, je ne sais pas, dizaines de traducteurs. C'est la même situation dans toutes les langues. On ne peut pas traduire complètement la littérature. Il faut la réinventer? Pardon? Il faut la... Non, pas réinventer. On peut traduire les mots. Ça, c'est clair. Il n'y a pas un mot que je ne peux pas traduire en roumain ou en bulgare, si je sais. Je vais trouver le mot. Mais on ne peut pas trouver le style, le rythme, toutes les intentions de l'écriture. Ça, c'est complètement perdu. Pensons à Proust. Ce sont ces passages très peu, 4-5 passages, très violents, à la recherche du temps perdu. Ils sont, quand je les traduis, c'est une blague en roumain. On ne peut pas être sérieux dans la traduction. C'est impossible. Et c'est ici, ce sont les limites de la littérature. Pensons à un livre de M. Joncourt, Nature humaine. C'est une traduction excellente en roumain. Mais j'ai vu les deux versions, en français et en roumain. J'aurais fait une autre traduction, ça c'est clair, parce que je suis une autre personne. Mais on perd toujours cette, je ne sais pas, intonation en français, des paysans. Ça, on ne peut pas traduire. Ils n'ont pas réussi à le faire. Et je ne sais pas si c'est possible. C'est la même chose avec vos Bernier, ou comment s'appelle la famille, avec ma traduction de Françoise, de Proust, qui est presque impossible. Madeleine. On ne peut pas traduire Françoise. Si vous savez Françoise de Proust. C'est intraductible en roumain. C'est comme... ça sonne comme un petit enfant qui fait des bêtises, qui fait des erreurs. Je peux reproduire les erreurs, mais pas le ton de sa langue. Et c'est la même chose avec Nature humaine. Quand ils font les blagues, quelque chose est différent en roumain. Nous n'avons pas les mêmes blagues dans la langue. Serge Joncourt, vous avez un avis sur la traduction roumaine de Nature humaine? Oui, non, je l'ai vu. Je l'ai survolé, on va dire. En fait, bon, il y a déjà une forme de privilège, de reconnaissance d'être traduit. Après, voilà, il y a une confiance en l'éditeur choisi, etc. Mais en même temps, moi, j'ai toujours un peu eu cette idée qu'on est tous... on est lecteurs ici en français pour la plupart. J'ai le sentiment qu'on va pas lire le même livre. Il y a un moment, il y a des images que moi j'essaie de donner à voir. Je sais que le lecteur a vu autre chose, ou ne sera pas attentif à tel petit détail que j'ai pourtant sous-pesé, que j'ai glissé là avec intention, et on ne le voit pas parfois. Donc il y a comme une forme... Lire, c'est presque une recréation. Donc personne ne lit le même livre, en fait. Mais c'est ça la force de la littérature, en tout cas de l'écriture. Au cinéma, on voit tout nous est donné. Au cinéma. Cinéma et roman, pour moi, c'est très proche. Hein. Mais il n'y a pas cette aptitude-là, cette liberté à imaginer. On transpose des décors, une maison perdue sur la colline. On en a peut-être tous en tête, une, et on va un peu calquer celle qu'on a en tête sur celle que moi je propose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne verra pas la même. Bon. C'est un détail, mais enfin, il y a une accumulation de détails comme ça qui fait que... Alors après, c'est la question du projet, pourquoi on écrit. Moi, j'ai le sentiment d'écrire pour essayer d'embrasser quelque chose de l'époque de nous autres, quoi. Donc, à partir de là, c'est un peu ça qui compte. La maison, vous la voyez verte, vous la voyez blanche, vous la voyez avec des ardoises ou des tuiles. Bon, ouais. Écoutez, faites votre devis vous-même, faites-la comme vous voulez, la maison, après tout. Vous voyez, moi, je suis pas...
Moi, je suis qu'un un magasin de bricolage. Je propose faites-là votre maison à votre image. Christian Foulas a cité 2 sommets pour lui de la littérature, Ulysse de Joyce et La Recherche de Proust. Vous en avez eu, vous? Les sommets? Vous en avez gravi quand vous étiez un jeune lecteur, avant d'écrire? J'ai parfois fait demi-tour sur un des 2 en particulier. Non, je ne suis pas arrivé à Ulysse, je suis pas arrivé. Je suis même allé à Dublin pour essayer de saisir quelque chose. Mais vraiment, oui, j'ai eu un vertige physique comme je n'avais jamais eu. C'est-à-dire, je me suis trouvé pas bien. Alors c'est vrai que la veille, on avait bu des bières que je maîtrisais mal. Je me suis fait... Et puis j'avais voulu y aller. Moi, je ne prends pas l'avion. J'étais allé en bateau sur le Oscar Wilde. C'est magnifique, hein, un gros ferry qui s'appelle Oscar. Et il faut savoir que le passage vers la mer de la Manche à la mer du Nord est un des plus remuants, on va dire, de la navigation commerciale qui soit possible. Et on s'est pris une tempête colossale dans laquelle j'étais, moi, bizarrement, très à l'aise, alors que à peu près tous les autres étaient malades. Sinon, des routiers anglais qui avaient l'air assez sages, plutôt âgés, hein, je ne sais pas quel est l'âge de la retraite au Royaume-Uni, mais enfin, qui étaient dans un bar à regarder un match de golf. C'est ennuyeux au possible. Hein. Ça bougeait dans tous les sens. Mais eux tenaient leur verre et peut-être leur verre qui les retenait, je ne sais pas. Alors que c'était un chaos indescriptible. Enfin, il y a des voitures qui se sont détachées. Enfin, on a fini dans les journaux le lendemain. Ouais, quand même. Ouais, c'était pas rien cette histoire. Et moi là-dedans, je me suis senti un peu dans Ulysse. J'ai pas de repères, je suis perdu. Il y en a qui sont à l'aise, qui sirotent tranquillement comme un whisky. Moi, je sais pas bien ce que je fous là, mais j'en sors vivant. J'en suis sorti vivant. Proust, c'est différent. Proust, il y a comme une forme de réminiscence personnelle sur des. À un moment, j'ai une grand-mère qui était fermière, qui était en Eure-et-Loire, à côté, à 10 km d'Illiers, enfin, qui s'appelle maintenant Illiers-Combray. Et donc, j'avais cette image de Proust. Je dis ça, je parle de l'adolescence, hein, comme d'un fermier voisin, quoi, qui avait l'air un peu compliqué, un peu élégant. Les jardins étaient très bien entretenus. Bon. On va visiter de temps en temps et je continue à vivre la recherche du temps perdu comme ça, comme une sorte de... Je m'y balade comme on va à Giverny, vous voyez. De temps en temps, on se balade 10 pages. Une forme de dégustation possible à tout moment. C'est un peu comme un alcool doux ou fort, à la rigueur, qu'on a chez soi, on n'en boit pas tous les jours, à moins d'être alcoolique. Il y a des Proustiens alcooliques, enfin, il y a des Proust alcooliques. Hein, Non, moi j'ai de la distance par rapport à ça, et en même temps une forme d'émerveillement sur le travail de la langue, et puis surtout sur la force d'évocation, de restitution, qui sont comme des leçons finalement, parce que quand on écrit, on n'a pas il n'y a pas un conservatoire. Si vous voulez faire du violon ou du piano, vous avez un professeur, vous allez prendre des cours pendant très longtemps, vous allez répéter, faire des gammes, etc. Jouer des morceaux sur lesquels on va reprendre. Mais écrire, non, c'est une décision personnelle. Tout un chacun dans sa chambre qui dit tiens, je vais écrire. Vous voyez, on va pas se... Alors maintenant, il y a quelques ateliers d'écriture, mais enfin, c'est quand même très loin du conservatoire. Il y a des années d'apprentissage du violon, du piano. Donc, ils sont là, Proust, Balzac et les autres, à titre de... Mais je les considère toujours un peu en vie, moi, comme c'est... Oui, des directeurs de conscience ou des directeurs techniques qu'on peut revisiter à tout moment. Christian, vous avez, en plus de Proust, traduit quelqu'un qui est présent actuellement à Manches, qui est Mathias Sénard. Vous avez traduit Boussole, ce qui ne devait pas être un... Est-ce que c'était un travail difficile? Regrettable. Regrettable pour vous ou pour lui? Pour tous. Parce que j'ai commencé comme je ne sais pas... J'ai lu le livre et j'ai cru qu'il va être facile. Et la traduction a duré 11 mois. M'a tué complètement.
le livre. Et maintenant, c'est dans le livre, c'est une erreur que je dis à tout le monde. J'ai gardé Siegfried Freud dans le livre. Parce que ce sont les noms là, Wagner, etc. Et j'ai dit Siegfried Freud. Et le correcteur n'a pas vu, et c'est comme ça le livre. Après 5 ans. Mais en original, c'était Sigismund Freud, le nom. Mais j'ai fait une erreur stupide, c'était là. Un détail. Mais est-ce qu'on en veut à un auteur qu'on a eu du mal à traduire, par exemple? Est-ce que vous le poursuivez le long du lac avec un bâton? Oui. Ah non, ma façon est différente. Je les haïs. C'est tout. Mais en silence. C'est la haine comme regard. Pourquoi est-ce que tu as fait ça en français? Parce que je ne peux pas le faire en roumain. Et pourquoi? Il sait, je ne sais pas. Et c'est pas bon. Vous pensez que les écrivains sont des pervers par rapport à leurs traducteurs? Non, non, nous sommes des inconscients. C'est ça le nom. Il faudrait que nous écrivons comment pour être traduit. Parce que c'est stupide. Chaque fois qu'on traduit un livre, même j'ai ici ma traductrice, elle m'aime beaucoup pour ce livre, je sais. Chaque fois, c'est difficile. Tu veux faire de la littérature dans ta langue, ton langue. Si tu veux faire de la littérature traductible, il ne faut pas être difficile. Parce que les difficultés ne sont pas traductibles. C'est l'histoire des grandes traductions qui sont presque impossibles. Tout le temps. Pensons de votre, je ne sais pas en français, c'est cette version de Proust, de Joyce avec 11 traducteurs, ou 12, parce qu'aucun d'eux n'était capable de faire tout le livre. Et c'est ça, avec tous les livres, c'est la même situation. Si tu as 4, 5 traducteurs, c'est meilleur. Mais c'est impossible. Et pour traduire Serge Jancourt, il faudrait un collectif? Oui, parce que ce sont 2 écrivains. J'ai lu 2 écrivains là. Ce sont les dialogues qui sont très différents du reste. Et si vous aurez un traducteur pour les dialogues, éventuellement un traducteur de dramaturgie, et puis un traducteur de prose, ça commence à faire beaucoup, ça. Oui, en même temps, vous aviez tout à l'heure signalé que l'importance que vous consacriez aujourd'hui au dialogue. Oui, donc peut-être que ce que dit Christian est... Oui, et de plus en plus fondé. De plus en plus fondé. Je tends de plus en plus vers la traduction. Je voudrais revenir sur vos débuts. Vous, votre premier roman, Serge, VU, a été publié en 1998 au Dilettante. C'est une maison où vous aviez déjà, dit-on, adressé un manuscrit. Ce n'était pas le premier manuscrit que vous adressiez à cette maison, vous vous en souvenez? Oui, alors, des manuscrits, non, parce que c'était avant les fichiers Word, hein, donc c'était des formes de disquettes qui ne sont plus lisibles. Ça, et c'était pas non plus des manuscrits à proprement dit. Donc les manuscrits, on peut toujours les retrouver, même si on les perd. Quoi, ouais. Alors que ces disquettes-là, on peut pas les... C'est devenu indéchiffrable. C'est aussi bien comme ça. Mais j'ai envoyé une dizaine de manuscrits avant d'être finalement publiés, mais à chaque fois, c'était des histoires différentes. Ce n'était pas le même que je réécrivais. Et d'une certaine façon, ça m'a peut-être servi, ça, le fait ça m'a donné une forme de confiance en moi, sur le fait que je pouvais repartir sur une autre idée, sur une autre histoire, avec d'autres personnages. C'est toujours angoissant de commencer un roman. J'en ai publié une quinzaine, ou quelque chose comme ça. Mais à chaque fois, je les commence en me disant comment on fait un roman. Par où on commence, on présente qui. C'est vertigineux. Il n'y a pas de... À proprement parler, il n'y a pas de recette. Après, il y a peut-être oui, il y a on pourrait dire dans le polar ou des choses comme ça, il y a des systématismes un peu. Mais en dehors de ça, on est dans une forme de liberté totale et un peu affolante. C'est toujours fascinant de voir la diversité à une rentrée littéraire comme ça, des projets, des propos, des styles. C'est proprement fou. Ouais.
Donc voilà, moi j'ai été publié chez un petit éditeur. Après, je suis allé chez Flammarion. Je suis revenu chez le petit éditeur parce qu'il était vexé, même s'il n'était pas très courtois avec moi à l'époque. Enfin, il est d'ailleurs toujours pas vraiment, mais c'est sa personnalité. De mettre à distance, d'être parfois très chaleureux, puis d'un coup très froid. J'ai découvert ça aussi, l'édition, parce que c'est un univers aussi qu'on découvre. Enfin, on en connaît de ce qu'on en a lu, mais l'édition contemporaine, on n'en voit pas grand-chose, quoi. Et j'ai rencontré à ce moment-là Raphaël Sorin, qui était éditeur chez Flammarion. Et je suis revenu... Alors j'ai fait Vue, au Dilettante, et 3 ans après, j'ai fait UV, qui était... Bon, pirouette, mais en même temps, ça avait du sens. Vue, c'était un milieu prolétaire, et UV, c'était dans un milieu bourgeois. Enfin, bon, qui avait accroché le prix France Télévisions, qui a un petit succès, des traductions d'ailleurs. Ah oui, voilà, là j'étais flatté. Bon, enfin bon, bref. C'est un parcours, quoi. Christian, de quoi parlait votre premier roman qui, je crois, n'a pas été traduit en France et dont je vais forcément écorcher le titre, Fassie de Rusine? Non, c'est Lambeau de honte. En français. Je crois que c'est Lambeau de honte. Je ne suis pas sûr parce que c'est pas ma langue. Mais c'est l'histoire d'un drogué qui essaie de se sauver en quelque manière. C'est l'histoire d'un hôpital, je crois, clinique, l'histoire de la clinique. Mais c'est pas ça. Je sais pas comment expliquer ce roman parce qu'il est très vieux. Et j'ai oublié tout. Alors on ne va pas vous embêter avec ça. J'étais très exalté quand j'étais plus jeune et j'ai oublié ça aussi. C'est le roman du style, plus précisément. Les personnages n'ont pas de noms, les places n'ont pas de noms, les situations ne sont pas vraies, rien n'est pas vrai dans ce roman. Ce sont deux. Le deuxième s'appelle Après pleurs, grande poésie, avec moi, bien sûr. Je sais pas, c'est mon histoire, à vraiment dit. En Roumanie, vous êtes publié par une maison extrêmement prestigieuse, Polyrome, qui publie à la fois Albert Camus, Charles Bukowski, Olga Takerczuk. Serge Joncourt. Serge Joncourt aussi. Et Norman Manea. Est-ce que Norman Manea est un écrivain important pour vous? Oui. Il est traduit par Madame Couriol. Norman Manea est important dans la Roumanie, mais ce sont deux littératures roumaines, en effet. Nous avons, je ne sais pas, ce que nous appelons les élites dans tous les sens du mot. Les écrivains qui ont commencé pendant le communisme, ils ont hérité tout ça, et c'est la nouvelle génération des écrivains. Je ne sais pas, c'est très difficile. Nous n'existons pas, les autres. Ça, c'est le grand problème de la littérature roumaine. Les jeunes n'existent pas. Vous ne connaissez rien de la littérature roumaine contemporaine. Ici, en Suisse, ou en France, ou en Allemagne. Parce que je ne peux pas expliquer la situation. Mais de mes 8 livres, vous connaissez un. Mais nous sommes 50, 100 écrivains. Vous avez 5 traductions, 6 traductions. Comme ça. Les dernières 10 années, disons. Ce sont deux littératures. Norman Manea, Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameșteanu, je ne sais pas, Dan Lungu, etc., sont traduits. Nous, non. Et c'est tout. C'est très difficile parce qu'on ne parle jamais de la situation de l'Est. Nous avons environ 4 traducteurs en français. Disons 4. S'ils traduisent tout le temps, nous avons 20 livres en 5 années. Non.
C'est très difficile. On parlait d'un manque de surveillants de piscine tout à l'heure. Peut-être qu'il faudrait lancer des appels d'offres pour des traducteurs du roumain. Ah, oui. Il faudrait trouver des éditeurs à faire les livres. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'on n'a pas l'histoire. Nous n'avons pas une tradition de la littérature roumaine en France. Oh, la grande littérature roumaine. Non, ça n'existe pas. Et avec ça, la discussion devient quelque chose de stupide. On ne peut pas traduire la littérature qui n'existe pas. Parce qu'ils ne vendent les livres, etc. Dans une interview, vous avez dit « Je suis un homme de démonstration détaillée, d'études de cas poussées à l'extrême, d'observations extrêmement minutieuses. » Si j'écoute ça, je me dis que pour vous, le roman est la forme littéraire la plus pratique pour oui et non. Votre nous, la génération jeune de la Roumanie, nous avons eu une chance énorme qui est perdue dans l'Occident. Nous avons la chance d'écrire ce que nous voulons. Parce que on vend très peu de livres, les tirages sont très petits, environ 2000 en Roumanie, et on peut écrire en toute liberté, d'aucune chose. Et c'est comme ça qu'on arrive à une littérature très haute, mais très inconnue, dans le même temps. On fait des expériments, très grands expériments de littérature comme Yochka qui a eu de la chance, mais normalement, elle est restée traduite en français et c'est tout. Je n'ai pas aucun projet de traduction en autre langue. Pas encore. Mais c'est le fait qu'on peut encore jouer avec la littérature, avec le style, avec les histoires. Ce n'est pas un marché. On n'écrit pas pour vendre les livres. On écrit pour écrire, et c'est tout. Et puis, la continuation n'existe pas. Serge Jancourt, vous écrivez principalement que des romans, enfin en tout cas vous ne publiez principalement des romans. Sur les 15 livres que vous avez publiés, je crois qu'il y a un seul recueil de nouvelles. C'est pour vous le véhicule littéraire, si l'expression est bonne, la plus remarquable. Il y a 2 recueils de nouvelles, mais je ne me suis pas posé la question. Il y a un moment, j'avais envie d'écrire des situations, ça s'appelait situations délicates, c'est des sortes de moments de gêne qu'on a probablement tous éprouvés, sur lesquels on ne revient pas. Vous voyez, c'est pas être tout seul dans un ascenseur et puis d'un seul coup quelqu'un monte. C'est horrible. C'est vexant. Vous êtes bien dans votre ascenseur, là, le chiffre clignote, puis d'un seul coup, paf, ça s'arrête 3 étages avant et monte quelqu'un que vous n'avez pas envie de voir, qui parfois sent pas bon, qui prend de la place. C'est un cauchemar, mais on n'en parle pas. Vous voyez, je ne vais pas vous dire, tiens, j'ai pris l'ascenseur, il y a quelqu'un qui est monté au 3e. C'est pas intéressant. Donc, j'ai consigné comme ça une 50aine de situations délicates. Et ça, pour le faire, il n'y avait pas d'autre forme que le roman, enfin que la nouvelle, pardon, justement. Ou alors faire un roman en essayant d'intégrer toutes ces situations à un personnage, de les prêter à un personnage. On n'a pas envie de le rencontrer. Alors que le fait d'en faire des fragments comme ça permettait peut-être de s'y reconnaître. Donc c'est un peu le projet qui décide de la forme. Là, Chaleur humaine, je voulais parler de cette histoire qui nous est commune, ces 3 premiers mois de 2020. Donc ça ne pouvait pas être des nouvelles pour moi, ça ne pouvait pas être non plus un journal, parce qu'il y en a déjà eu certains, et puis ça ne donne pas toujours des choses intéressantes. Il fallait essayer d'embrasser ça d'une façon plus large. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de prolonger votre précédent roman, de reprendre le même décor, les mêmes personnages C'était le projet au départ, c'est-à-dire Nature humaine va des années 75 à 2000, et je voulais aller de 2000 à 2025 ou 2023. Je me suis arrêté à 2020, parce que la situation que je projetais, une situation de science-fiction qui faisait que tout le monde se repliait vers la campagne, finalement, elle est arrivée pour de vrai. Plutôt que d'inventer une sorte de peste, comme je voulais le faire, qui contaminait les villes et qui faisait que tout le monde se repliait, je voulais faire revenir tous ces personnages sur le lieu original, quoi. Sur cette ferme reniée, quoi. Cette vie paysanne oubliée.
Bon, ils reviennent tous, et ça, on l'a un peu éprouvé en France, mais pas qu'en France, sur le fait au moment du confinement, de partir au grand air, quoi. Et cette expérience-là, février, mars, avril 2020, qui est une sorte qui est un fait assez rare dans l'histoire de l'humanité, malgré tout. 4 milliards de personnes ont vécu la même chose, quoi, au même moment. C'est une sorte d'effet comme ça de propagation, une viralité, pas uniquement du virus, mais aussi des comportements, des réactions, des attitudes. Ça ne nous était jamais arrivé. Même quand il y a une guerre mondiale, en fait, elle concerne surtout les zones qui sont sous le feu, on le voit en ce moment, vous voyez. Alors que là, c'est nous tous. Et ça, moi, je rêve de cette situation-là, de cette forme d'unanimisme dont parlait Jules Romain, c'est-à-dire se reconnaître tous dans une même expérience et après voir ce qu'on en donne, ce qu'on en fait. Bon, eh ben, j'ai été servi, on peut dire, par le réel. Donc à partir de là, je me suis mis, j'ai laissé tomber les suppositions, la science-fiction que je voulais faire pour me plonger sur ce réel qui finalement est plus qu'une science-fiction, parce qu'on a vécu, et pour de vrai une science-fiction, et c'était inimaginable. Donc voilà, ça a répondu à mon projet. La Covid a fait un insatisfait, en tout cas. J'ai eu le sentiment d'avoir un vœu exaucé. C'est atroce de dire ça, mais voilà, il était légitime que tous mes personnages reviennent à la ferme. On peut dire que vos lecteurs aussi ont cette satisfaction. Je sais, le livre vient de sortir, alors ça, vous savez, les lecteurs. Hein. Je crois que c'est Bernard Lehu de RTL qui dit souvent des choses intelligentes, qui dit que vous êtes généreux avec votre lecteur. C'est c'est quelqu'un auquel vous pensez, votre lecteur. J'aime bien cette idée du lecteur unique. Oui, moi j'y pense, mais je ne sais pas si c'est bien de le faire. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être aussi parce que je n'ai pas suffisamment confiance en mon lecteur. En fait. Est-ce qu'il va être bien sûr de saisir ça, de voir ceci, de voir cela? Je ne sais pas. Enfin, c'est une précaution. Je ne suis pas quelqu'un de dérangeant. Vous voyez, j'aime bien être discret. Bon. Là, j'ai envie que le lecteur soit comme chez lui, quoi. Donc j'essaie d'anticiper sa réaction. Je ne sais pas si c'est possible, ça. Je ne sais pas si c'est bien de le faire. Je ne suis pas sûr que c'était la préoccupation de Joyce en particulier. Oui, bon, même pas du tout. C'est votre préoccupation, le lecteur, Christian Faulas? Je ne peux pas trouver l'écrivain. Je cherche l'écrivain. Le lecteur, c'est ça le problème. Pas mien. Je ne sais pas. Le lecteur, la lectrice n'existe pas. Dans mon littérature, c'est pas pour le lecteur. Non, j'ai pas aucune idée d'un ou d'une personne qui lit le livre. Non, j'écris pour le son du livre, pas pour un lecteur. Ça n'est pas mon problème. C'est son problème. De Yoshka, est-ce qu'on peut dire que c'est un roman d'amour, un roman historique, un roman psychologique, une tragédie postmoderne? On peut dire aucune chose. Mais Yoshka est Yoshka est mon projet de style. C'est pas un roman. On peut lire Yoshka comme un grand poème. Pas comme une histoire. Pourtant, il y a des personnages. Il y a des personnages, il y a des décors. Leur présence. Oui, mais le commencement du roman, il y a 6-7 ans, a été une longue phrase de 60-70 pages que j'ai écrite dans, je ne sais pas, 2017. Et j'ai commencé comme ça. Je voulais avoir une seule phrase pour tout le livre. Et puis, ça m'a fait peur. J'ai coupé les phrases, mais les personnages étaient comme j'écris maintenant, parce que je travaille sur un autre roman qui est quelque chose de personnel. Les personnages étaient des voix, sans nom, au commencement. Ils n'existaient pas dans le livre. C'était des petits changements de ton, de voix, mais pas des personnes. Et puis j'ai réalisé que le livre était impossible à lire dans cette forme que j'avais donnée. J'ai le document.
J'ai gardé le projet. Et maintenant, je continue avec le projet. Mais je ne sais pas si je peux réussir ça. Faire un roman qui n'a pas l'action, n'a pas les personnages. C'est seulement des voix intérieures qui disent des choses. Je ne sais pas expliquer en français. C'est comme dans un monologue intérieur qui ne finit nulle part. C'est comme ça qu'il faut lire Yoshka, en réalité. Les personnages, l'action, pensaient que l'ordre des choses n'était pas la même quand j'ai écrit la première version du roman. Mais la partie intéressante est que je n'ai changé un mot. Je n'ai pas changé un mot. J'ai changé seulement l'ordre des choses dans le livre. Mais pas le livre. C'était un jeu. Un grand jeu de faire la continuation des voix. C'est tout ça. Et les dialogues n'existaient pas au commencement. Et je les ai introduits à 2 ans du commencement du roman. J'ai revenu sur le texte et j'ai introduit les dialogues. Et l'éditeur aussi en a introduit. Non, parce qu'on se perdait un peu, pardon. Alors, vous n'avez peut-être pas encore eu la chance d'avoir lu Yoshka, juste pour vous donner l'idée, c'est l'histoire d'un vieil homme qui est dans une vallée oubliée, hors du temps, des Carpates. Cet homme n'a pas toujours eu une vie simple. Il a été soldat pendant la guerre, il a été fait prisonnier des Russes pendant 7 ans et demi. Et il est là, dans cette vallée, entouré d'un contremaître, d'un pop, d'un docteur qui s'occupe d'un asile de fous. Il y a des ouvriers qui travaillent à la construction d'une voie ferrée. Et il y a cet homme, Yoshka, qui écoute plus qu'il ne parle. Oui. Et qui n'a pas l'habitude de se poser des questions, dites-vous. Non. Pourquoi se poser des questions? Ah Est-ce que nous avons des réponses à se poser des questions? Non. Se poser des questions, parfois, aide à écrire des romans. Dans le cadre du livre de Serge Joncour, dont je ne vais pas vous parler. Mais à un moment, dans votre livre, il y a une phrase, Serge, qui est « L'autobiographie n'est jamais plus précieuse que lorsqu'elle révèle les peurs dès lors qu'elle parle à chacun. » L'autobiographie, vous n'en écrivez pas, vous écrivez des romans. Ah oui, j'écris l'autobiographie de nous tous, du moment, de la période. Enfin, j'ai toujours voulu un peu retranscrire l'époque, enfin quelque chose du moment, je sais pas. Parce qu'il me semble qu'il n'y a que les romans qui peuvent faire ça. On a une somme d'informations, et de plus en plus aujourd'hui, au travers de la presse écrite, radio, télévision. Enfin, c'est sans fin, surtout à l'époque de la pandémie. Enfin, il y avait une somme d'informations quotidiennes à digérer qui était impossible. Et notre ressenti personnel par rapport à tout ce qu'on entendait. Ça, on ne peut pas le rassembler, même l'INA, même Internet ne peut pas rassembler tout ça. Le roman, c'est le seul moment où on peut... Moi, je suis fasciné par Dr Zhivago plus que par Ulysse, pardon. Ouais. Dr Zhivago qui me donne des personnages, mais qui concentre quelques décennies d'histoire comme ça, comme seuls les romans peuvent les faire. Et la force de restitution de Dr Zhivago aujourd'hui est intacte. Et elle le sera dans un siècle. Et elle nous dira tout de ce début du XXe siècle, oui, en Russie. Bon. Voilà, le roman est le plus fort. C'est peut-être pour ça qu'il est encore en vie, qu'il y a encore des lecteurs, plus ou moins. Mais quand même, il y en a. Alors qu'on est submergé de propositions, de séries, de réseaux, d'écrans. Cette démultiplication de la concurrence. C'est comme si le monde avait ce projet-là, la technologie avait cette intention unique, c'était d'abolir le roman. Mais il n'y arrive pas. Il y a une phrase dans votre roman qui pourrait correspondre à celui de Christian, qui est la suivante. « La vie va d'une peur à l'autre, d'un péril à l'autre. En conséquence, il convient de s'abreuver du moindre répit, de la moindre paix, parce que le monde promet de donner soif. » Ben voilà, c'est un peu se poser le moins de questions aussi. Et se poser des questions, c'est se faire peur. Bon, il y a un moment, arriver à des phases de non-questions comme ça. Ce soir, je vous invite à marcher au bord du lac un peu, quand la nuit est tombée.
sans y réfléchir, sans même essayer de vous demander qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Bon, c'est des répits à prendre comme ça. Parce que oui, il me semble, moi je ne veux pas jouer, je n'ai pas une prémonition particulière pour le... Enfin, je ne suis pas devin ou quoi que ce soit, mais il y a une forme d'accélération des... Et surtout une forme de mondialisation. Moi, ce qui m'a fait peur dès le début, c'est cette histoire de mondialisation. Voilà, parce que j'ai toujours été attentif, même môme, au fait qu'on se dise, tiens, à un moment, la myxomatose, c'est parti de là. La maladie des lapins, vous voyez, c'est parti d'un virus qui a contaminé telle bête et qui part. C'est pareil pour la pyrale du buis, enfin, qui est un insecte qui bouffe le buis, le chancre qui dévore les platanes. On pourrait multiplier les exemples, le frelon asiatique, le moustique tigre. Là, on a fait hier à Paris, d'exercices de décontamination, de pulvérisation d'insecticides. On demandait à tous les habitants d'un quartier de rester enfermés chez eux parce qu'on mettait des produits pour tuer les moustiques. Un moustique qui lui-même vient des Caraïbes. Enfin bon, cette forme ce fait d'avoir tout grand ouvert comme ça nous amène à des périls qu'on ne soupçonne pas. Alors la pandémie a été une forme d'alerte. Je crains qu'il y en ait d'autres. Est-ce que vous avez dans la salle des questions à poser à nos deux invités? On continue sur une table ronde sur la traduction, mais j'ai lu le roman de Jean-Paul, c'est formidable et c'est vrai, tout ce qu'on a dit jusqu'à là, je le conseille à tout le monde. Et ne prenez pas Foulache au sérieux, parce qu'il ne sait pas se vendre, c'est un roman formidable de fond qui va rester et qui a des personnages très forts. Et c'est vrai qu'il est très attentif au rythme. Et c'est vrai aussi qu'on se perdait à un moment donné entre les voix, au point que les gens de la peuplade, les éditeurs m'ont dit non, là, on est obligé de mettre des traits de dialogue, sinon on ne comprendra rien. C'est vrai, mais il faisait exprès. Mais on entendait déjà la musique. Je fais de la musique, il chante. Merci, bonne table ronde à vous. Surtout que souvent elles ne sont pas rondes, elles sont rectangulaires. Mais... Avant que tout le monde s'en aille, peut-être d'autres questions? Profitez. Parce que d'après ce que dit Christian Foulas, on n'a pas souvent la chance de voir des écrivains roumains. Il faut peut-être les... J'ai dit ça. Vous avez dit qu'on ne vous voyait pas assez. Je suis Nous assez sommes d'accord. invisibles. C'est OK. Joško, que je prononce à la hongroise puisque je viens de Transylvanie. Pourquoi vos personnages principaux, c'est Joško et Ilona, alors que vous venez de Caracal? J'ai pas lu le roman, donc je me permets cette parce question. que j'ai vécu sur cette vallée pour 2 années. Et j'ai connu, en réalité, c'était un vieux homme qui s'appelait Joška. Et il avait vécu là pour 45 ans, je crois, sans électricité, sans rien. C'était là, sur la vallée, à la vallée, je ne sais pas. Et les noms sont très compliqués, parce que Ilona et Ilana sont la même personne. Avait été, dans les premières versions, c'était une seule femme. Et puis j'ai produit 2 femmes. Et puis c'est Joška est devenu Ilona. Parce que mon premier projet d'avoir un seul personnage existe dans le livre. Mais il faut lire extrêmement attentif. Je vais lire. Les 3 personnages principaux sont le même personnage. Entendu. Voilà. Mais sont, je ne sais pas, composés. Je trouverai la réponse dans le roman alors. J'ai une deuxième question. Comment vous voyez le rapport, selon un critère succès auprès du public, entre le roman roumain moderne et le cinéma, qui a un succès phénoménal? Parce que les réalités sont complexes dans les deux situations et traitées avec la même maestria. Mais néanmoins, le cinéma, il me semble, prend le dessus. Je ne sais absolument rien sur la cinématographie.
absolument rien. J'ai jamais vu un des films. Je ne suis pas intéressé. Mais avec la littérature, je sais. Le succès n'existe pas. Point. Donc l'image, en fait, est peut-être un signe de modernité plus important, plus facile peut-être aussi à aborder. Je ne sais pas si nous avons une image. Est-ce que vous le voyez? Cinéma. Ah, je ne sais pas rien sur le cinéma. Serge Je suis incapable de voir le film. Serge Joncourt, plusieurs de vos livres ont été adaptés au cinéma. Vous avez vous-même écrit des scénarios. Merci. En même temps, quand on lit Nature humaine, quand on lit Chaleur humaine, vous parliez tout à l'heure des images mentales qu'on se crée de la ferme, même des personnages. Est-ce que c'est pas plus fort, ces images-là? Ce qui est intéressant dans le fait d'être adapté au cinéma, en dehors du fait que ça peut parfois permettre de vivre pendant 6 mois ou plus, hein, et puis pas négligeable. de voyager, d'être sélectionné. Deux de ces films ont été sélectionnés à la Mostra de Venise, donc j'y suis allé les 2 fois, vous pensez bien. C'était immanquable, quoi. Surtout que, à vrai dire, je n'étais jamais allé à Venise, et je m'étais fait le vœu de jamais y aller, de continuer à le rêver, quoi. Bon, et finalement, j'ai bien fait. Et c'est le cinéma qui m'y a emmené. Seulement les films, une fois qu'ils sont faits, oui, je reconnais l'histoire, je reconnais une intention, je reconnais, mais en fait, c'est autre chose, quoi. C'est une lecture un peu trahie, mais elle est intéressante pour ça. Il y a un roman qui s'appelait L'Idole, qui était un roman qui se voulait drôle, de quelqu'un qui est célèbre, mais qui ne sait pas pourquoi. Donc il demande aux autres pourquoi il est célèbre. Et ça dure comme ça pendant 300 pages. Et le film a repris exactement la même idée, sauf qu'il a voulu en faire un film sinistre, un peu plombant, avec un acteur qui est pourtant un acteur comique, ce qui lui a permis d'avoir les fonds pour faire le film auprès de TF1 et de M6. Hein, voilà. C'était un alibi, mais en fait c'est un film sinistre, enfin en tout cas pessimiste, on va dire. Ça, c'est très curieux d'avoir cette opportunité-là, de voir son histoire réécrite avec une intention différente, mais pourtant c'est la même, quoi. Bon, bah ça... les images, de toute façon, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, chacun plaque ses images sur une lecture, mais il n'empêche qu'on garde un peu quand même le cap, quoi, une intention. Et après, j'ai écrit des scénarios où là, par contre, et parfois adaptés de romans, comme pour celui de Tatiana Dronet, où là, au contraire, moi, je me suis appliqué à restituer au plus précis. D'ailleurs, travailler pour le cinéma permet un peu de voir ce travail de montage dont tu parlais, c'est-à-dire le fait de reprendre des scènes. Un film, on considère qu'il est, tant qu'il n'est pas monté, il n'est pas fait. Tout a été tourné, et ça c'est un peu étrange, hein, de dire. On peut rater un film à cause du montage, ou on peut le réussir grâce au montage. C'est en fait essentiel, c'est curieux. C'est peut-être un peu vrai aussi pour les romans. On a cette possibilité-là de monter, de revenir. Après, sur les opportunités, les films, c'est vrai qu'il y a une grande notoriété de certains réalisateurs roumains, plus que de... C'est aussi une opportunité commerciale. Alors déjà, c'est que les Roumains ont su... C'est pas facile de continuer à faire du cinéma aujourd'hui. Il y a des pays comme l'Italie qui en font quasiment plus. Alors qu'avant, c'était... En France, on a gardé cette capacité-là de production, parce que c'est un sacré engagement de mettre plusieurs millions pour faire un film, alors qu'un roman, finalement, ça coûte moins cher. Enfin, vous voyez, c'est plus facile structurellement. Ça peut le faire tout seul, le roman. Ça peut se faire tout seul dans son coin, comme ça. Un garçon ou une fille, un jour, arrive avec un manuscrit. Il dit, c'est pas formidable, vous savez pas. Alors que le film, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut tout un environnement économique autour, qu'il y a en Roumanie, qu'il n'y a peut-être pas en Hongrie, par exemple. Serge Joncourt, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un tournant dans votre œuvre à partir de L'amour sans le faire? On a l'impression que vous écrivez plus les mêmes livres, que vous êtes passé à une autre phase, vous êtes, le terme est peut-être pas bon, mais étoffé. À cette époque-là, j'avais pris du poids, c'est vrai. Oui, je parle littérairement, je me permets. Moi, j'ai tout de suite pensé à... je ne sais pas. Disons que j'avais une sorte de projet un peu comique, moi, vu le tout premier roman, c'était une histoire sur des gens à la campagne qui ne savent plus que travailler la terre ne rapporte plus. Donc, et un jour, la queue d'un Boeing tombe dans leur jardin
Et il se retrouve aux 20h de TF1, etc. Ouais. Et c'est tellement extraordinaire comme expérience qu'après, ils s'appliquent à ce que, à nouveau, leur arrive des catastrophes pour repasser à la télévision, pour passer sans fin à la télévision. Ça, je l'ai écrit en 96, il sortait en 98. Ouais, voilà. Et d'une certaine façon, on est un peu dans ça, quoi. Cette obsession de passer à la télévision. Alors, il y a eu la télé-réalité après. Et puis aujourd'hui, tous ces réseaux, Instagram, etc., où certains se filment continuellement, deviennent des influenceurs, et puis les gens les regardent simplement parce qu'ils se filment. Enfin bon, ce que je pensais être une sorte d'exercice délirant et un peu comique est devenu une réalité. Et bon, il y a un moment, j'ai un peu délaissé l'humour, on va dire. Voilà, c'est peut-être ça. Mais quoique dans Chaleur humaine, je traite certains personnages avec, sinon humour, en tout cas dérision, comme le covido-sceptique, un peu gilet jaune, là, bon, je me suis un peu régalé à le malmener. C'est pas un personnage très sympathique? Oh, il est sympathique parce qu'en fait, il est perdu, il sait pas trop bien, quoi. Et puis il y a une sorte de goût comme ça en France d'affirmer quelque chose de soi par une revendication systématique qui est parfois un peu grotesque et risible. Vous avez une manière dans vos romans de jouer avec la tension et de la faire monter. C'est le cas dans plusieurs de vos romans récents. C'est quelque chose de voulu? C'est peut-être aussi pour soi garder une forme de motivation à continuer à l'écrire, ce roman. Parce que parfois, en tout cas pour moi, au milieu d'un roman, je suis plus sûr de moi. Donc il faut à tout moment me relancer comme une forme de désir, en projetant, en jetant des pistes et sans savoir moi-même ce que je vais en faire. En introduisant un personnage ou une situation. À un moment, j'ai introduit ces 3 chiots parce qu'ils me sont arrivés dans la vie. Je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais dans la vie et qu'est-ce que j'en fais dans le roman? Bon. Et finalement, ils m'aident parce que ces 3 chiots, ils sont restés jusqu'au bout du roman. Et c'est un peu eux, de façon accidentelle, qui vont resserrer le lien entre tous ces adultes-là. Donc la tension, elle vient de cette forme un peu de hasard. Il y a quelque chose de périlleux dans le fait d'écrire. C'est pas très grave, hein, on rate son roman, tout le monde s'en fout, ma famille me lit pas, moi je suis tranquille. Hein. J'ai cet avantage sur pas mal d'autres auteurs, sinon tous peut-être, c'est que mon entourage, ma famille me lit pas. Ils s'en foutent de ce que je fais. Ah mais alors, je suis libre, mais pour autant j'écris pas sur eux. Je suis con, parce que moi je pourrais y aller, je pourrais charger, je suis sûr que j'aurais pas de procès. Oui. Vous, ça risque pas de vous arriver? Vous ne pensez pas au lecteur, Christian Foulas? Je voulais vous demander, vous avez écrit, ou vous êtes en train d'écrire sur quelqu'un d'extrêmement fondamental, si vous n'avez pas lu Paul Celan. Lisez Paul Celan, qui est un des plus grands poètes contemporains, même s'il n'est plus là. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Paul Celan? Ah oui, j'ai écrit une biographie romancée, c'est quelques projets de Polyrome, de la maison d'édition, mais c'est un projet limité par l'éditeur. C'est une biographie que je crois qu'ils vont vendre à les lycéens. Je crois. J'ai aucune idée parce qu'ils m'ont dit, quand j'ai fini le livre, à ne faire la mort de Celan très mal. Ok. Mais c'est la biographie. C'est presque rien sur la poésie de Celan. Parce que c'est une commande, je crois, ce livre. Il n'a été pas mon idée. Qu'est-ce que vous recommanderiez comme livre de Paul Celan pour les lecteurs de cette salle qui ne l'ont pas encore découvert? Oh mon Dieu, le dernier, avec ce nom, laissez-moi, parce que je ne sais pas l'allemand. Attendez, parce que je n'ai pas la mémoire de la langue allemande. Pendant que vous cherchez, est-ce que vous recommanderiez un livre? Je voulais dire une chose à propos de Christian et des dialogues, puisqu'on en parlait. Il a une voix et une appropriation de la langue française proprement stupéfiante, magique. Et ça, comment le restituer? Si je voulais écrire, ils sont plus là, les traducteurs, mais ils ont fait un travail extraordinaire parce que la langue de votre livre est extraordinaire.
mais ça, c'est pas ma langue. C'est la langue des Ah, Courioles. ça suffit. Hein. C'est la langue des Courioles. Plus quand même. exactement. Je ne peux pas trouver le dernier volume, mais C'est pas la rose. oui, La rose et la... les roses mortes, quelque chose comme ça. J'ai oublié parce que... On va tous s'y mettre. Avant de vous laisser. Mais bon, Non. non, ça marche pas. Maintenant, tout est en anglais ici. Je crois qu'il faut qu'on se quitte. Merci beaucoup, Serge Joncourt. Merci beaucoup, Christian. In English, it's no one's rose. La rose de personne. La rose de personne. Je rappelle, Christian Foulas, que vous êtes l'auteur de Yoshka aux éditions La Peuplade, traduit du roumain par Florica et Jean-Louis Couriol. Serge Joncourt, Chaleur humaine, vient de paraître aux éditions Albin Michel. Vous êtes tous les deux attendus, je crois, pour continuer à dédicacer vos livres non loin d'ici. J'espère que vous irez les voir nombreux. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était Terre des Hommes avec Christiane Foulas et Serge Joncourt, enregistré le samedi 2 septembre 2023 au Mont-Blanc par la Bibliothèque sonore romande pour la 14e édition du Livre sur les quais.